tactique à l'intérieur. Selon lui, selon Bernard, les esclaves ne pouvaient la plupart du temps que s'opposer et non résister. Je ne crois pas que Michel de Certeau distingue vraiment les choses ainsi, mais il est vrai qu'il distingue la notion de stratégie de celle de tactique. La stratégie, pour de Certeau, est le lieu du pouvoir, la tactique est l'arme du faible. Alors, retenons l'idée de tactique, si vous voulez bien. La tactique chez de Certeau est définie par accrétion, par ajout, par agrégation de métaphores, de moyens termes, de synonymes, de mots à interpréter au sens propre et au sens figuré. Et c'est là, je crois, que vient toute la force de son modèle pour une histoire refondée des résistances à l'esclavage. Parler de résistance, du point de vue de Michel de Certeau, c'est prendre la peine et le temps d'imaginer, avec des mots imparfaits, toujours d'une certaine manière incomplets, ce qui se cache derrière une panoplie de tactiques, que Michel de Certeau approche tour à tour, je le cite, comme des ruses, des fissures, des traverses, des lignes d'air, des performances au sens linguistique, des déplacements, bref, un ensemble de jeux, au sens premier, bien sûr, et au sens de cet espace, entre une porte fermée à double tour et son châssis, un espace infime, mais bien réel, si l'on force un peu la porte. Les tactiques de résistance, selon Michel de Certeau, sont des arts de fer, des coups par coups, les arts des coups. Les tactiques sont ténacité, fabrication, présence au monde, mouvance écumeuse d'une mer s'insinuant parmi les rochers et les dalles d'un ordre établi. Et le lyrisme atteint son apogée, zébrure, éclat, fêlures et trouvailles dans le quadrillage d'un système, trouvailles jubilatoires, poétiques autant que guerrières. J'aimerais retenir pour conclure de cette agglomération l'adjectif jubilatoire. Ce dernier me semble particulièrement important car l'on peut, je crois, facilement imaginer les cris de joie et l'exaltation des danseuses et danseurs comme Victoire, le 8 février 1812, alors que ces danseuses et danseurs parviennent à déjouer la force exercée par la police de la Nouvelle-Orléans jusqu'à l'arrestation. De manière plus large, l'idée de pratique jubilatoire semble particulièrement adaptée pour décrire les minuscules victoires des hommes et femmes esclaves de la Nouvelle-Orléans et de manière plus large, les victoires des hommes et femmes du monde atlantique à la période moderne. Des victoires fragiles, certes, comme en témoigne l'arrestation de Victoire, mais qui forment une trame sonore alternative à cette autre trame violente et cacophonique de l'historiographie de la simple survie. La notion de jubilation est d'autant plus importante qu'elle nous incite à rapprocher les bals d'esclaves et autres moments similaires de fête d'autres formes de jubilation, religieuses en particulier. J'emprunte cette idée à Stephanie Kemp, pour qui, like the church, parties promised the reward of congregation. La fête permet la congrégation, a moment of release from drudgery and sorrow, and a different form of jubilation. C'est grâce à la fête, même si cette dernière est interrompue le 8 février 1812, que les esclaves reprennent possession de leur corps, dont ils peuvent alors effacer, le temps d'une contredanse, les stigmates du déshonneur et de la violence. Je cite encore Stephanie Kemp, que j'apprécie beaucoup, vous l'avez compris. Enslaved people's bodies were hotly contested terrain of struggle. Le corps des personnes esclavisées est un lieu de lutte. Again and again, slaves sought out illicit secular gatherings of their own creation. They disregarded curfews and pass laws to escape to secret parties where sensual pleasures such as drinking, eating, dancing, and dressing up were the main amusements. This was the slave's third body, a thing to be claimed and enjoyed, a sight of pleasure and resistance. Le corps de la fête, pour Stephanie Kemp, c'est le troisième corps, celui qui vient contrebalancer le premier, celui de la domination, et le deuxième, celui de son expérience subjective. Je conclus pour vrai en vous disant que ce que nous apprend le bal de 1812, via l'ère du soupçon et via le détour par Michel de Certeau, c'est qu'il y a encore de la place
aux États-Unis, dans la zone Caraïbe, dans les Amériques, dans le monde atlantique, il y a encore de la place pour les sources d'une histoire renouvelée, refondée des résistances à l'esclavage. Le pouvoir, la souffrance, la nécessité de lutter pour survivre me semblent indiscutables dans le cas de Victoire. Et pourtant, il suffit d'un bal, d'une partie de cache-cache improvisée avec la police, et d'une force policière en partie impuissante et effrayée, pour rappeler à quel point les hommes et femmes esclavisés étaient des êtres tenaces et fort capables de tisser des traverses d'un voisinage à l'autre et de construire une contredanse à la fois, une culture de la résistance faite de risques, de répétitions et de petite souveraineté. Je vous remercie. Je ne vous entends plus, hein. Je ne sais pas si c'est normal. Non, nous vous remercions pour ce moment très fort. Et on s'est interrogé ce qu'il y avait dans la salle des personnes qui souhaitent réagir. Oui, oui, allons-y. Ah oui, d'accord. Si vous le permettez, on va donner d'abord la parole à Marie-Hélène. Marie-Hélène, oui. Vous voulez prendre la parole? Allez-y. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je remercie donc monsieur... excusez-moi, j'ai oublié votre nom, j'ai pas tout... Le Glonet, c'est correct. Voilà, tout simplement parce que en Guadeloupe, moi je viens de la Guadeloupe, et en Guadeloupe, je suis heureuse de vous rencontrer parce que c'est pas toujours évident de montrer à la communauté historique qui est assez rigide que la fête peut être aussi un objet de recherche. Je vous remercie. Merci à vous, Marie-Hélène. Jean-Hébras. Tu m'entends, Jean-Pierre? Je t'entends très bien, Jean. Je regrette de ne pas te voir. Moi aussi, je te regrette beaucoup. Ce n'est que partie remise. Mais je veux te remercier d'abord pour ce très beau texte que tu viens de nous offrir, qui est magnifique et qui laisse espérer que ce qui va suivre sera du même acabit. Merci, merci, merci. Je voulais juste intervenir rapidement sur le négatif de ton texte, hein, c'est-à-dire sur l'appui que tu prends sur Walter Johnson et les gens qui s'inscrivent en faux contre la possibilité d'une agency ou de toutes ses formes. Je le fais en revenant sur mon domaine de prédilection, le Brésil, où la scansion est opposée à la tienne. Au Brésil, dans les années 70, les spécialistes de l'esclavage sont des marxistes, et pour eux, l'esclavage est un rouleau compresseur qui détruit tout. Dans les années 80, avec quelques influences venant des États-Unis, on va voir les premières thèses commencer à définir des résistances aux esclaves. Et à ce moment-là, les marxistes se mettent à hurler et vont jusqu'à dire que ces étudiants qui découvrent dans les archives de mini-résistances aux esclaves sont en train de considérer, comme le faisait Gilberto Frère, que l'esclavage brésilien a été une fumisterie et rien de sérieux. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que la scansion historiographique que tu présentes est peut-être moins une succession de faits qu'une opposition entre deux visions de l'esclavage. Et Walter Johnson, de ce point de vue-là, est un bon exemple. Pour revenir à une position que l'on pourrait appeler néo-marxiste ou nouveau capitalisme, il faut que tous ces chercheurs qui vont refuser les formes d'agency retournent à la plantation. Et du point de vue de la plantation,
ils vont décrire l'impossibilité de la résistance. Mais par contre, ils vont abandonner complètement l'autre aspect de l'esclavage, qui est l'esclavage urbain, l'esclavage des petites plantations. Au Brésil, ce qui est intéressant, c'est que les formes de résistance apparaissent chez les historiens pour la première fois dans les petites fermes avec 5 ou 6 esclaves. On n'est plus du tout dans la grande plantation. Donc ce que je voulais te poser comme question, c'est savoir en quelque sorte quelle place se tient dans ton très beau texte le fait que ce bal soit un bal urbain et en quelque sorte déconnecté de l'arrière-plan derrière les bayous, qui est la Louisiane des plantations. Merci encore. Merci beaucoup. Est-ce que je réponds après chaque question ou Non, que... attendez que je vous pose une question qui est liée à celle de Jean Ebrard. C'est Sek Ibrahima. Salut Ibrahima. Bien sûr, je suis déçu de ne pas te trouver ici au Sénégal. Mais moi aussi, tu sais. La dernière fois qu'on s'est vu, les événements que vous racontez se sont passés dans le même quartier où on s'est vu au mois de juillet. J'aimerais quand même que pour le public qui vous écoute aujourd'hui, de faire quelques commentaires sur ce lieu et la place qu'il joue, que cette place a joué dans la résistance des personnes esclavisées et surtout dans la naissance de cette culture louisianaise que le monde entier aime. Merci. Ibrahima, là, je ne suis pas sûr d'avoir... Tu as été coupé à un moment donné, mais tu voudrais que je parle davantage du lieu, c'est bien ça que j'ai entendu? Je n'entends plus, je ne sais pas si on m'entend ou pas. Dans lequel, Ibrahima, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Le problème, c'est à partir d'ici. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Tu voulais que j'insiste sur le lieu, c'est ça? Mais quel lieu? Oui, vous parlez de la route du Bayou. Nous sommes, je crois, dans le quartier de Trémé où les choses sont déroulées. Oui. Et pour que notre public puisse mieux comprendre l'importance de ce lieu, bien sûr. Bien donner quelques éclairages. Merci. Bien. Merci Ibrahima, merci infiniment. Bon, merci d'abord Jean pour ton commentaire. C'est vrai que dans mon texte, j'ai fait l'impasse un peu sur les nuances que l'historiographie lusophone pourrait apporter. Tu fais bien de rappeler cette opposition entre deux écoles historiographiques, une école marxiste, néo-marxiste, qu'incarne d'ailleurs Walter Johnson, et une école d'historiens, d'historiennes plus axée sur l'histoire culturelle. Au Brésil, hein, en effet, on entend dire qu'il n'y a pas de résistance à l'esclavage. On entend le même argument aux États-Unis dans les travaux de Genovesi notamment. Quant à moi, si je peux ne pas répondre tout de suite à ta question, tu parles de la critique que je fais, je crois, d'une certaine historiographie de la survie, du pouvoir, de la violence, de la terreur. Je n'ai pas souhaité, j'espère, ne pas avoir forcé le trait aujourd'hui. Mon objectif aujourd'hui était de faire à l'abri des oreilles, plus facilement que dans les paroisses voisines. En amont, paroisse Saint-Charles, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jacques, Ascension, et en aval, Saint-Bernard, par exemple, Plaquemine. Certainement que la ville permet plus facilement des rassemblements, permet des croisements de voisinage. Cependant, l'historiographie semble montrer, et c'est le cas notamment du livre de Stephanie Kemp, que dans les campagnes aussi, on se rassemble, on croise, on croise les plantations en arrière, justement des plantations, dans des zones marécageuses. Donc, c'est une question d'échelle. Je pense que la ville n'offre pas la même échelle que l'Interland, l'Interland de la Nouvelle-Orléans. C'est sûr que, en ce qui me concerne, Jean, suite à 1811, je montre dans mon livre
que la ville, les plaisirs de la ville, les lieux de la ville, la cartographie néo-orléanaise offre un ensemble de ressources inexistantes à l'extérieur de la ville. Donc oui, la ville est exceptionnelle, certainement, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas fêtes et autres bals, vous l'avez compris, donc dans les paroisses rurales. J'espère que je réponds bien à ta question, Jean. Si c'est pas le cas, tu me le diras. Ibrahima, tu fais bien de... C'est vrai que je m'en veux de ne pas vous avoir montré de diaporama. Cependant, je suis très très mauvais pour faire cela. Là, de plus en plus, je suis un historien réactionnaire sur le plan technologique. Là. Alors, le chemin du Bayou, où se trouve le bal, est une artère cruciale à la Nouvelle-Orléans. C'est l'artère qui relie le centre-ville, celui qu'on appelle le French Quarter aujourd'hui, donc le centre-ville et le Bayou Saint-Jean, qui permet ensuite donc de se rendre jusqu'au lac Pontchartrain. Le chemin du Bayou traverse en effet le quartier que l'on appelle aujourd'hui le quartier Tremé. C'est un quartier très hybride sur le plan racial, habité par une très forte communauté libre de couleurs. Et la maison des Guinaud, hein, où se situe le bal, la 23e maison sur le chemin, je ne sais pas si elle est à droite ou si elle est à gauche, malheureusement, en remontant le chemin, elle est située tout proche de la place aujourd'hui connue sous le nom de place Congo, que l'on n'appelle pas comme ça à l'époque. C'est la place publique, la place du cirque, la place verte, et place qui est aujourd'hui considérée dans l'histoire et la mémoire néo-orléanaise hein, comme le lieu de naissance du jazz ou des résistances musicales afro-américaines plus généralement. Et ce détail est important, je l'ai omis parce que d'une certaine manière, l'historiographie à la Nouvelle-Orléans, et de manière plus large d'ailleurs, s'est généralement concentrée sur la place Congo, dite Congo, et de ce fait a invisibilisé en fait toutes les fêtes, autres jeux, bals, rassemblements qui avaient lieu à l'extérieur de la place. Hein. La Nouvelle-Orléans est une ville de danse, c'est une ville de plaisir, est une ville de jeu, en plus d'être une ville de terreur, de violence et de capitalisme racial. Et les plaisirs, les jeux des personnes esclavisées avaient lieu à l'extérieur de la place Congo. Donc, mon travail actuellement vise à décentrer l'histoire des résistances à l'esclavage à la Nouvelle-Orléans en montrant que ces résistances se déployaient dans toutes sortes de quartiers à la Nouvelle-Orléans, et donc pas seulement dans le faubourg Trémé, hein, où a lieu le bal de 1812. Oui, merci. J'ai une autre question pour vous, si vous voulez. Oui, merci. Merci pour cet exposé passionnant. C'est Lotte Pelkmans. Je voulais... vous m'entendez? Oui. On entend très bien. Ok. Ouais. En fait, la discussion, oui, les va-et-vient dans l'historiographie de la résistance autour de l'esclavage, ça me fait penser, moi je suis à une institution pour les études sur les migrations. Et là, il y a aussi beaucoup de débats. En fait, il y a les mêmes types de réflexions en quoi les réfugiés, les migrants, ils ont de l'agency, comment on peut les attribuer plus de agency et jusqu'à quel point. Et il y a une chercheuse, Anya Frank, elle a commencé à décrypter un peu, et bien sûr avec des gens qui aiment et ceux qui sont contre, mais de parler des questions de l'humour. Donc en quoi l'humour, les blagues, etc. sont des façons de résister. Et bien sûr, en histoire, ça risque d'être peut-être des fois plus compliqué de les retracer parce que c'est une performance souvent très à l'oral. Mais donc, la question est, est-ce qu'il y a une place pour l'humour dans ces débats, à votre avis? Comment vous voyez ça? Merci. Mais certainement je ne sais pas si est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce que je réponds maintenant? Non, pas d'autres questions. Il y a certainement une place pour l'humour. Merci beaucoup pour la question. Il y a certainement une place pour l'humour et qui nous ramènerait ici à toute historiographie sur les trickster stories, hein, ces histoires de trickster,
d'hommes et femmes afro-descendants capables, à travers des jeux de mots, à travers des histoires, de tromper leurs interlocuteurs. J'irai pas jusqu'à parler d'humour le soir du 8 février 1812, mais il y a certainement quelque chose de la farce, de tourner en dérision, qui consiste à tourner en dérision la force de la police incarnée par Édouard Cardinaux, parce que je suis pas rentré dans les détails malheureusement, puisque j'avais un temps limité, mais le bal a lieu vraiment en deux moments. Un premier moment, premier moment de liberté où la police n'intervient pas. La police intervient une première fois à 10 heures, mais Cardinaux et ses hommes sont en sous-nombre et donc ne font que constater finalement leur impuissance à mettre fin au divertissement qu'ils observent, probablement avec un certain désir. Ils entendent de la musique, ils voient des femmes noires élégamment habillées, un splendide souper auquel ils n'ont peut-être pas accès avec leur maigre salaire de policiers. Et donc, la police arrête un nombre indéterminé d'esclaves, retourne au centre-ville. Donc, on parle ici d'une demi-heure de marche, à peu près, une demi-heure, 45 minutes de marche, probablement. Et la police revient à minuit, vers minuit, et constate alors que les portes et les fenêtres de la maison des Guinaud ont été barricadées. Le terme barricadé est utilisé dans les archives. Donc, vous voyez la scène. On parle ici d'hommes et femmes qui prennent des risques calculés. Ils se disent que peut-être la police ne reviendra pas, mais si la police revient, il faut barricader portes et fenêtres pour les empêcher de rentrer. Alors, je ne dis pas qu'il y a de l'humour ici, mais il y a certainement quelque chose de la farce, de ce retournement, de ce renversement carnavalesque des rapports de pouvoir. Cardinaux ne rit pas du tout. Il ne rit absolument pas, mais il rentre au quartier général de la garde, penaud. Mais je ne veux pas accentuer trop le rire, ou je veux pas accentuer la farce non plus, parce que encore une fois, Victoire, son nom est trompeur. Victoire est arrêtée. Victoire est arrêtée. Elle passe la nuit à la geôle de police, et à la geôle peuvent s'exercer toutes sortes de violences, bien sûr, qui ne sont pas dans les archives. Et donc, il y a des limites à la farce, de toute évidence. Nous voulions vous remercier. Je ne vous entends plus, mais je vous vois. Ah, désolé. Non, on voulait juste vous remercier pour ce moment que vous avez partagé avec nous. Vous dire que nous allons enchaîner avec la prochaine séquence, donc la séquence 3, avec le professeur Ibrahim Matioub et le professeur Jean Hébrard. Et que si vous restez encore avec nous pour échanger à travers des questions, des échanges, ça sera parfait. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous toutes et tous, et j'ai hâte au prochain congrès colloque à Dakar. Voilà. Et à la prochaine à Dakar, parce que cette fois vous viendrez, j'espère. Voilà. Merci beaucoup. Sans faute. Merci. Merci. Et Monsieur Jean Hébrard, s'il vous plaît. Ah, il a fini ?
nous avons le feu vert. D'accord. Oui, nous avons... Oui, mais il y a des questions techniques parfois. Il faut leur donner le temps. Alors, nous avons pour nous 20 minutes et 30 minutes pour les intervenants. Bon, comme il y a des intervenants absents, ça nous donne un peu plus de temps, mais je sais que ça ne me donne pas le temps de terminer tout ce que j'ai à dire après la lecture de ces 6 très riches papiers. J'ai des notes qui vont jusqu'à la page 22 et je les réduis de moitié. Je les réduis de moitié hier nuit. Donc on va y aller. Alors, notre panel qui adresse la construction des savoirs sur les esclaves et les traites esclavagistes dans les sociétés africaines à travers 6 communications, dont 3 sur le Cameroun, 1 sur le Niger, 1 sur le Sénégal et un comparatif sur le Gabon et le Mexique. Et j'ai en charge de vous en présenter la synthèse qui sera complétée par les panélistes. Cette synthèse, j'essaie de l'articuler en 6 points. Le premier point va porter sur les considérations historiographiques. Comment cette histoire a été écrite depuis l'époque coloniale et continue de s'écrire dans le contexte des États-nations issus de la décolonisation. Les communications qui ont abordé cette question ont toutes insisté sur le rapport au contexte d'écriture, l'environnement politique et idéologique, les enjeux mémoriels en rapport avec les règles méthodologiques de la discipline et l'apport des autres sciences humaines et sociales. L'abondance de la littérature sur le sujet a été largement soulignée par les communications qui ont exploré cette historiographie, principalement camerounaise, avec des références bibliographiques conséquentes. Mais ce qui est vrai pour le Cameroun est généralement vrai aussi pour beaucoup de pays de l'Afrique au sud du Sahara, sur lequel porte notre réflexion. On trouvera la liste la plus exhaustive des références bibliographiques dans la communication d'Amadou Sékou portant sur le Cameroun, mais précédée d'une longue introduction qui dresse le panorama des travaux sur l'esclavage et les traites en Afrique. Il y est souligné la multiplicité des parutions qui ont enregistré un boom remarquable durant les 2 dernières décennies. Le contexte marqué par des événements d'ampleur mondiale en relation avec le sujet sont à l'origine de cette dynamique récente. Le grand projet de l'UNESCO sur les routes de l'esclavage, le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1998, la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui est associée, Durban 2001, la qualification de la traite atlantique et de l'esclavage colonial de crimes contre l'humanité, loi Taubira, la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine ont été les événements les plus cités par les panélistes comme facteur global à l'origine de la massification de la production historiographique au cours des années 2000. Mais cette abondance de la littérature ne doit pas nous cacher, on soulignait les différentes communications, la disparité de la production pour ce qui est des espaces couverts, des périodes étudiées, des thèmes les plus abordés, des approches dominantes. Il a été souligné l'avance considérable de la recherche anglophone dans cette production sur l'ensemble des continents et le retard relatif du monde francophone. Retard dont il faut chercher les explications dans le contexte français et aussi dans le contexte francophone, les tensions entre communautés et également dans l'espace politique. En Afrique, le travail historiographique s'est largement focalisé sur les traites transatlantiques. L'impact de cette traite sur les sociétés africaines s'est concentré sur certaines régions du continent, particulièrement la zone côtière, entraînant ce qu'on a appelé le syndrome de Gorée, qui voile relativement les processus et transformations induites par la traite sur les sociétés de l'hinterland des côtes africaines.
dans le même registre de la disparité, les auteurs ont noté la faiblesse remarquable des études consacrées à la traite transsaharienne et dans une mesure similaire à la traite dans l'océan Indien. Mais le déficit le plus urgent à combler reste l'étude de l'esclavage dans les sociétés africaines. Il faut d'emblée souligner, et les panélistes n'ont pas manqué de le faire, que les premières études sur le sujet ont été le fait des disciplines autres que l'histoire. Il importe aussi de mentionner la faiblesse relative de la contribution des historiens africains qui ont plus concentré leurs efforts sur l'impact de la traite atlantique sur les sociétés africaines. Il faut ici questionner l'historiographie nationaliste et une sorte de division du travail, les Européens et les Américains travaillant sur l'esclavage dans les sociétés africaines et les Africains travaillant sur la traite et surtout la traite atlantique. Ensuite, il y a une disparité relative aux périodes. On s'est plus concentré sur le 19e siècle. Les légitimités tirées par l'idéologie coloniale dans l'abolition juridique et la prétendue lutte contre l'esclavage en Afrique, la sensibilité contemporaine de la question, les solidarités afro-asiatiques sont entre autres les facteurs les plus évoqués pour rendre compte de ce silence relatif sur l'esclavage en Afrique. Il a été souligné l'urgence de la mobilisation de la recherche africaine pour contribuer à combler les disparités mises en évidence. Le bilan historiographique révèle de nombreux problèmes à surmonter pour que les savoirs sur l'esclavage en Afrique contribuent à la connaissance universelle de l'institution servile. Parmi ces problèmes, le centrage des études dans des espaces issus du partage colonial est devenu des espaces nationaux. L'ancienneté du fait esclavagiste dans les sociétés africaines est largement antérieure au partage colonial. Donc s'enfermer dans les États-nations ne permet pas d'envisager le problème dans sa dynamique réelle. Ainsi, la séparation entre le Nigeria et le Cameroun a entraîné une séparation des études sur le Sokoto ou sur les Lamidas du Nord Cameroun, avec des entités politiques qui enjambaient les frontières contemporaines, qui sont largement révélateurs de l'impertinence de l'espace national pour l'étude de l'institution servile. Il vaut mieux l'envisager dans une perspective beaucoup plus large au niveau régional. La même disparité porte sur les sociétés étudiées. Ainsi, comme le montre Sinan, la recherche sur les sociétés dites lignagères du sud et à l'est du Cameroun accuse un retard considérable comparé à celle du nord et de l'ouest des États centralisés et sociétés dites hiérarchisées. On a le travail collectif, c'est Sinan qui nous donne l'information, pionnier de Bongfen et Shem Langhe, et également le travail du révérend Père Weng. Il faudra attendre Zakaria Saha, Saïbou Issa, Adam Mahamad et Sekou Amadou qui ont prolongé l'œuvre des pionniers en contribuant à la manière à éclairer le sujet dans une perspective beaucoup plus critique. La respiration de cette historiographie a été largement dévoilée par les communications. Les premiers travaux sur le Gabon datent de l'époque coloniale. À partir des années 80, des essais de théorisation s'élaborent, rendus possibles par une documentation de plus en plus importante produite par des historiens et des anthropologues. Jules Sinan complète ici Amadou Sekou en pistant l'esclavage dans les sociétés du centre, du sud et de l'est du Cameroun. Il révèle que cet espace n'a pas encore fait l'objet d'études systématiques à travers les travaux académiques. Donc les disparités régionales dans les études ont été largement documentées. Comme on peut le constater, la production scientifique sur l'esclavage dans les sociétés lignagères du Cameroun méridional forestier reste dérisoire. Elle est cependant dense au regard de la consistance des informations fournies, nous affirme Sinan. Si on regarde le problème des concepts et de la terminologie, question que nous avons largement discutée ce matin,
La question de comment dire l'esclavage, quel langage utiliser, quels sont les vocables les plus pertinents pour en rendre compte, ce dont se servent les protagonistes, que faire de l'idéologie, de la charge mémorielle qu'ils transportent. Aucun terme n'est neutre. Il importe donc de s'expliquer, de contextualiser, de recourir à l'analyse sociolinguistique, de savoir qui parle dans les sources, qui permettent de dire ces processus historiques d'asservissement, les institutions qui en résultent, les luttes qu'il engendre pour éclairer le langage de l'esclavage. Ici, rien ne va de soi. L'une des grandes difficultés auxquelles la recherche est confrontée, c'est de répondre à la question de quoi et de qui parlons-nous et à quel moment. Quel mot, quel concept. Le langage des sociétés esclavagistes tiré des sources. Mais nous devons nous poser la question de savoir qui parle dans ces sources. Dans quel contexte ont-elles été collectées, rédigées? Faut-il reprendre la terminologie des langues locales, quitte à en avoir une lecture critique? Là, il devient important de s'ouvrir à l'anthropologie et surtout à la linguistique. Les nuances sont importantes dans les modes de dire l'esclavage. Et Benedetta Rossi s'en explique longuement dans une note fort intéressante qui révèle tout le dilemme auquel la chercheure est confrontée. Son étude porte sur le travail contraint, l'esclavage et le travail forcé dans les régions semi-arides de l'Ader au Niger. Dans ces sociétés, il persiste, nous indique Benedetta Rossi, des idéologies non abolitionnistes, pro-esclavagistes, hégémoniques et influençant la perception des victimes d'un crime, mais qui ne considèrent pas nécessairement toujours eux-mêmes victimes d'un crime. À leur tour, ceux qui se considèrent comme leurs maîtres légitimes ne se considèrent pas comme des criminels et ne sont pas non plus considérés comme des criminels par tous les milieux. La chercheuse se demande s'il ne faut pas alors, en utilisant le terme esclave, mettre des guillemets partout, multiplier les notes de bas de page explicatives pour ne pas endosser ces idéologies et présupposés. Elle tranche la question en choisissant d'utiliser le vocable esclave, tout comme le terme serf peut être utilisé dans une étude historique sur les serfs médiévaux, ou comme le terme épouse est utilisé dans les études sur les femmes légalement mariées dans une société donnée. Ce débat, nous l'avons enclenché donc ce matin. Et elle rappelle que le terme esclavisé est récusé par les militants anti-esclavagistes qui considèrent que cela euphémise la réalité contre laquelle ils se mobilisent. Le brouillage des pistes sur un statut qui aurait dû disparaître mais continue à exister dans certains milieux et qui inflige d'énormes souffrances à ses porteurs. Amadou Cheikhou s'est également longuement penché sur la terminologie pour opérer une vive critique radicale et pertinente à mon avis. Il indique que le glissement sémantique, l'exploitation nationaliste militante, l'usage anthropologique, sociologique, ethnologique ou historique conduisent souvent à des amalgames à travers l'utilisation d'une variété de notions forgées pour traduire cette réalité. L'inventaire non exhaustif de la terminologie usitée dans cette optique fait apparaître les notions suivantes pour qualifier le système tel qu'il fut observé à l'intérieur des sociétés africaines et établir la spécificité de ses victimes. Esclavage africain, esclavage traditionnel, esclavage de famille, esclavage domestique, esclavage interne, servage, servitude, esclave de case, captif de traite, captif de case, serviteur, serf, captif, esclave, domestique, ancien esclave et asservi. Cette terminologie coloniale, nous indique l'auteur de cette communication, a été reprise in extenso dans de nombreuses études contribuant à perpétuer la confusion et à entretenir une vision romantique de l'esclavage. Celle-ci n'a rien à voir avec la vie réelle des esclaves où les violences physiques et les tortures ne manquaient pas. Battre, castrer, harceler, violer, priver les esclaves de leurs biens les plus précieux, blesser leurs enfants, forcer les esclaves à accomplir des tâches indignes et les humilier en public, il n'y a pas de catégorie de violence qui ne soit attestée dans les recherches régionales sur l'esclavage, conclut Benedetta Rossi. Pour démêler cet écheveau, il s'avère indispensable de différencier les situations
de cerner les emplois et de contextualiser les expressions. C'est pourquoi il a été heureux de voir que Amadou Sékou reprend. C'était pour me contrôler moi-même. Il me reste 5 minutes. Amadou Sékou qui nous indique que l'esclavage interne en Afrique ne pouvait pas se réduire à la domesticité ou à la captivité, sinon que c'est un abus de langage. On pourrait peut-être convoquer dans ce registre la vive critique des travaux portant sur les sociétés du centre, du sud et de l'est et du littoral, qui ont d'abord été décrétés comme acéphales et égalitaires ensuite, ceci au mépris du vocabulaire local qui rend bien compte de l'esclavage dans ces sociétés, nous indique Jules Sinan. La mobilisation des langues africaines pourrait peut-être aider, avec leurs typologies diverses et variées, à faire avancer une synthèse théorique qui n'enfermerait pas le continent dans l'exclusivisme que l'État colonial du 19e-20e siècle a cherché à bâtir pour ne pas tenir ses promesses abolitionnistes. La recherche en Afrique reste toujours sous la menace de cette voie sans issue. On pourrait citer quelques exemples, mais je n'ai pas le temps de le faire sur la typologie des termes dans les langues africaines. Je vais également vous dire un mot sur une communication particulièrement intéressante, c'est le poids de l'institution servile qui est d'une lourdeur telle que dans toutes les questions que nous étudions, nous devons nous poser la question, est-ce que c'est présent ou non dans le sujet? De multiples facteurs dont la dimension idéologique et les intérêts de certains segments sociaux dominants tendent à rendre invisible cet impact. Et la communication de Mélanie Ostide nous rappelle la nécessité de rester alerte en questionnant l'impact ou non des héritages de l'institution servile dans l'étude de tout fait sociétal. Le phénomène talibé qui concerne la mobilité de plus de 100 000 enfants, élèves des écoles coraniques, en offre une parfaite illustration. Le phénomène est largement documenté dans la presse nationale et internationale. Il constitue une préoccupation des pouvoirs publics, des ONG et des organisations des droits de l'homme. Il est souvent décrit en rapport avec le trafic d'enfants. Mais Mélanie Ostide a investi le sujet en prenant en compte sa dimension historique et nous révèle qu'il est profondément influencé par les héritages de l'esclavage historique au Fouta Toro et au Fuladu. Au Fouta, où l'esclavage a été résilient et maintenu, au Fuladu, où les esclaves se sont révoltés, se sont libérés. Dans les deux espaces, on a des influences différentes quant à la migration de ces talibés qui s'inscrit sur une longue durée dans des réseaux propédeutiques qui ont couvert toute la Sénégambie. Mais ici, elle distingue très bien et ça montre le caractère important de prendre en compte ce fait que les itinéraires des élites Torodo sont beaucoup plus documentés que les itinéraires des Machoubé et les esclaves. Passer sous silence ces éléments de différenciation historique autour de l'islam avec la Tijaniya, la Hijra, le djihad, c'est ne pas comprendre, ne pas se donner les moyens de comprendre et d'élaborer une politique capable de prendre en compte ces migrations de formation assimilées souvent à des trafics d'esclaves. Mélanie suggère que le récit ahistorique de la traite des enfants promis par certains acteurs politiques est trop simpliste et potentiellement trompeur. Elle appelle une critique qui prend en compte l'héritage historique en rapport avec l'institution servile. Je vais passer sous silence la partie que j'avais consacrée aux sources et également à l'histoire, patrimoine et mémoire. Pour vous dire quelques mots rapidement sur l'engagement militant. C'est de se poser la question à quoi sert l'histoire. Et là, je m'appuie sur le texte de Marie Rodé. Marie Rodé propose de faire l'histoire publique de la recherche-action
sur l'esclavage par ascendance au Mali. Son site d'intervention est Bouyagui, un village soninké fondé par les ancêtres de ses habitants qui se sont libérés de l'esclavage au début du XXe siècle. Il s'agit d'un projet de recherche et de coécriture de l'histoire combiné à la fiction avec l'association malienne Donkosira en vue de produire un web documentaire, une bande dessinée et un film d'action. Ces projets d'histoire publique autour de la lutte contre l'esclavage par ascendant ont pour but, affirme la chercheure, de faire le lien entre les luttes locales historiques et le combat actuel contre les discriminations et les violences dues à l'esclavage d'ascendance au Mali. Cette position permet d'atteindre un large public. Elle affirme clairement soutenir la lutte, former les militants à la prise de parole, promouvoir la citoyenneté, lutter contre les discriminations liées à l'esclavage par ascendance, révéler la mémoire voilée par l'idéologie des groupes dominants, reconnecter l'histoire des luttes anciennes à celles contemporaines. C'est une option louable, mais qui pose quelques risques liés à l'éthique, puisqu'il peut réveiller des représailles fatales si l'analyse des rapports de force sur le terrain n'est pas prise en compte, et épistémologique, puisqu'il y a un risque de reprise des mémoires des subalternes sans autre forme de critique, générer ou renforcer les hiérarchies au sein des subalternes, au sein du groupe des dominés, par la promotion des leaders dans l'espace public, par exploitation de la détresse sociale. La communication de Benedetta Rossi, dans ce cadre, soulève une discussion intéressante. Cette discussion est la suivante. Pourquoi on est sorti du travail forcé et de l'esclavage et que l'esclavage reste résilient? Les colonisateurs, en arrivant en Afrique, avaient promis de supprimer l'esclavage. En lieu et place, ils ont mis le travail forcé. Le travail forcé a été aboli, l'esclavage a été juridiquement aboli par la lutte des Africains et par la lutte des victimes, mais l'esclavage reste résilient. Pourquoi l'esclavage reste résilient dans cette perspective comparatiste très intéressante avec trois concepts clés, l'entrée, l'extraction et la sortie? Ici se pose une question auxquelles sont confrontés souvent les mouvements militants. C'est-à-dire que les esclaves eux-mêmes ne cherchent pas à être libérés. Dans le cadre de l'ADER, l'auteur explique que la pauvreté, le dénuement fait que on ne cherche plus à maximiser des profits, mais à éviter le risque lié à un environnement hostile qui ne permet pas une production ou des alternatives à l'esclavage. Ce qui fait que les esclaves restent attachés compte tenu de l'environnement et de l'hostilité de l'environnement, des capacités très faibles de produire la vie. Le système est maintenu. L'esclavage reste résilient. Les propriétaires d'esclaves dominaient les esclaves et récoltaient potentiellement de plus grands avantages de l'esclavage que ces derniers, mais les plus vulnérables ne résisteraient pas à l'esclavage lorsqu'il les protégeait de la faim. Quand la faim et l'extrême pauvreté n'étaient pas inévitables, toute personne soumise à l'esclavage cherche toujours sa liberté. Donc les esclaves peuvent engager des combats contre l'esclavage, mais dans certaines circonstances où la survie se pose, le système reste résilient. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il ne faut pas retourner à la genèse de la relation servile, de l'interroger et de voir que la pauvreté n'est pas un état, c'est une relation. Et le fait de contrôler les ressources qui permettent de reproduire la vie contraint les esclaves. Ce qui fait que tout esclave libéré après l'abolition a tendance à rester avec son maître parce qu'il n'a pas accès
aux ressources qui lui permettent de couper, de perturber la relation que j'appelle pauvreté. Pour moi, la pauvreté, ce n'est pas un état, c'est une relation. Et l'exclusion de la propriété, y compris la propriété minimale de ces esclaves dès le départ, doit être également questionnée. Mais ce qui me semble ici également extrêmement important à souligner, c'est la méthodologie utilisée par Benedetta, la méthodologie comparatiste entre deux systèmes contraints, le travail forcé d'origine étrangère, le travail servile d'origine locale, mais qui se sont concaténés dans le même espace sur les mêmes populations. Comment faire la comparaison? Et ça, c'est une méthodologie qu'on devrait apprendre à tous les étudiants, c'est de regarder à partir de 3 concepts qui permettent une comparaison très pertinente et heuristique. C'est l'entrée dans le système, comment le système extrait le travail et comment on en sort. Et on verra qu'il y a plusieurs variations et qu'il est possible de comparer les deux systèmes pas à pas. Et toujours dans cette logique comparatiste, on appréciera bien sûr le travail de Mbengu qui a travaillé dans une perspective comparatiste en regardant ce qui se passe entre le Gabon et le Mexique. Mais bon, je n'ai pas le temps d'y insister. Je voudrais dire ici une chose importante quand même sur les sources, c'est que il y a ce que Jules Sinang, comme Amadou Cheikhou, appelle les sources classiques, sources d'archives, ou bien les enquêtes orales sur le terrain. Mais une chose qu'on n'interroge pas, et sur laquelle je suis entièrement d'accord avec eux, parce que je suis en train justement de le faire, et ça ouvre à d'autres disciplines, il faut le faire en connexion avec les autres disciplines, c'est des sources non classiques, que les historiens souvent négligent. C'est les légendes, les mythes, les épopées, des genres littéraires qui, si on a la clé de décryptage, parlent mieux que les sources qu'on a l'habitude d'utiliser traditionnellement. Si le débat est posé, je peux vous donner mon avis là-dessus, mais je pense qu'ils ont parfaitement raison de dire que les légendes, mythes, épopées, bien décryptées, nous renseignent parfois mieux que les documents d'archives sur lesquels nous nous concentrons. Faut-il conclure? L'esclavage en Afrique, la construction des savoirs a connu une avancée considérable ces dernières décennies. L'espace francophone comble son retard, mais toute la recherche a devant elle un immense chantier. Forger des concepts, produire des monographies, des approches macro-histoire, micro-histoire, inscription dans des espaces régionaux, travailler sur les périodisations, passer à la critique des mémoires, collecter les sources, privilégier l'approche pluridisciplinaire sans enfermer le continent dans une quelconque exceptionnalité qui ne peut mener qu'à une impasse scientifique. J'ai fait un dépassement de 4 minutes. Voilà un peu ce que j'ai tiré de la lecture, mais je ne vous ai pas donné toute la quintessence et les auteurs pourront revenir sur la présentation parfois rapide que j'ai faite de leurs idées et sans tarder, je vais leur donner la parole les uns après les autres en commençant par la gauche jusqu'à la droite de ceux qui sont présents à la table. Benedetta, à toi la parole. Et même l'extrême gauche. Alors, merci beaucoup, Ibrahim, pour ce commentaire qui m'a vraiment intéressé. Je veux dire quelques mots. J'aime plutôt qu'on ait du temps pour le débat. Alors, surtout, le professeur Thioub a donné beaucoup de temps à une note à pied de page que j'avais mis. Alors, je le remercie pour cette attention à
un détail dans ce contexte, mais peut-être pas dans les débats et dans la discussion, parce que c'était un détail qui traitait de la terminologie. Mais je ne veux pas tellement m'alourdir sur ça, mais dire que, alors j'avais vu le titre de notre séance, de la construction de savoir sur les esclavages, et quand on m'avait demandé de soumettre, de proposer une contribution, je ne savais pas comment on allait regrouper, dans quel sens on allait approcher cette contribution. Et donc, moi, en réalité, dans ce texte, je me suis posé, ce texte né de deux questionnements que j'ai, de sincères questionnements, de caractère de chercheuse sur l'esclavage en Afrique. Et les deux questionnements que j'ai essayé d'approcher et sur lesquels j'aimerais bien avoir des opinions dans le débat, alors étaient, premièrement, je voulais mettre à l'épreuve de la recherche sur l'esclavage en Afrique une approche comparatiste qui a été développée par Marcel van der Linden. Alors, comme tout le monde, nous avons deux dettes, et cette approche comparative à trois stages que le professeur Tube vient de citer, en effet, est proposée par Marcel van der Linden, historien de la coercition et du travail coercé global. Et bon, Marcel van der Linden résiste un peu à travailler sur l'esclavage en tant que tel. Parce que justement, il se dit que le terme esclavage est trop idéologiquement lourd. Et alors il dit, je propose plutôt que de comparer esclavage et États qui sont plutôt de personnes libres, donc qui polarisent le débat, de comparer différents types de travail non libre selon la coercition dans le moment de l'entrée, la coercition dans l'extraction du travail et la coercition à la sortie. Et comme ça va nous permettre de voir l'intensité de la coercition de différentes typologies de travail coercitif. Et dans cette optique, j'ai voulu essayer de comparer l'esclavage interne, c'est-à-dire les formes d'esclavage qui existaient dans la région de l'Ader, qui est une région dans le sud du Sahara, aujourd'hui dans la République du Niger, qui existait depuis bien avant la colonisation, et le régime des travaux forcés. Et donc voir au moment de l'entrée, au moment de l'extraction du travail, coercitif du travail et de la sortie, comment ces deux régimes coercitifs de travail se comparent. La chose qui m'a plus intéressée dans cette comparaison, qui est ressortie de cette comparaison, était un des thèmes de l'historiographie économique. Donc, c'est un thème qui lie l'esclavage, qui voit l'esclavage comme un système qu'il faut justifier à partir du profit que les esclavagistes tirent du travail de l'esclave. Et donc, surtout dans une optique atlantique, les plantations dans les Amériques, les coûts énormes qui représentent à la fois matériel mais aussi non matériel, la mise en place et la gestion du système de la traite atlantique et la coercition sur la plantation, le fait d'imposer à des êtres humains qui ne veulent pas être là, d'être là et de garantir une certaine production avec leur travail. Donc, un contrôle minutieux, sérieux, ça aussi, ça a l'imposition du gang system dans les États-Unis. Ça a des coûts élevés. Et donc, on s'est dit, voilà que l'esclavage et aussi ces coûts sont expliqués par les gros profits que les capitalistes européens et américains vont tirer de la mise en place de ce système, qui est coûteux, comme je viens de le dire, d'un point de vue matériel, parce qu'il faut quand même financer tous les systèmes et imposer des formes de contrôle capillaire et de punition sur les plantations des humaines, mais aussi il y a des coûts moraux. Parce que cette cruauté, il faut aussi constamment, et c'est une préoccupation des esclavagistes, un peu de se justifier, de reproduire des idéologies qui arrivent à justifier, en déshumanisant l'autre, la personne mise en esclavage, à justifier cette cruauté qui est devant les yeux de tout le monde. Alors,
ça semble presque naturel de se dire, bien sûr, alors l'esclavage, à cause de l'esclavage, et le profit. Mais dans un contexte comme l'ADER, ce qui ressort de la comparaison, c'est qu'au bord du désert, il n'y a ni de plantations, ni de grands profits, ni une commercialisation importante de fruits du travail de la personne soumise en esclavage. Et même si ça, c'est le cas, et donc il n'y a pas un vrai profit qui justifie, ou pas clairement dans un sens moral, jamais, mais qui motive, qui est la cause de cette exploitation horrible, de la vente d'enfants, de la prise des enfants, du trafic qui existe historiquement dans l'ADER, comme je le montre. Et quand même c'est une relation qui est là, sans donner de fruits matériels importants, et c'est une relation qui persiste en dépit de l'abolition. Alors, je me pose une question de chercheuse, c'était pourquoi? Et là, j'ai une autre dette, cette fois pas un grand historien comme Marcel van der Linden, mais à une femme qui a été vendue quand elle était jeune, et malheureusement, elle n'est plus avec nous parce qu'elle est décédée de maladie, une grande activiste nigérienne qui a suivi les pas de Hadija Toumani et qui s'appelle Dela Mahamadou. Et on était en train de lui poser des questions pour un documentaire, et on dit, Dela, pourquoi tu penses que l'esclavage continue? Elle nous regarde, on parlait Hausa, elle dit Talauchi. Et pour elle, c'était évident. Et Talauchi veut dire pauvreté. Alors moi, j'essaye de m'expliquer qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle répond un mot. Talauchi. C'est le Talauchi qui explique ça aujourd'hui. S'il n'y avait pas la pauvreté, il n'y aurait pas l'esclavage. Et elle avait une sorte de clarté. Pour elle, c'était naturel. Maintenant, clairement, c'est un point de vue. Mais elle n'est pas la seule qui m'a dit la même chose dans la région de l'ADER, où j'ai passé très longtemps en vivant et étudiant et menant de recherche. Et en effet, ce qu'elle explique est qu'il n'y a pas peut-être de grands profits, mais l'énorme pauvreté de certaines personnes soumises à l'esclavage fait que plutôt que risquer, et ce n'est pas tout le monde, quand il y a l'opportunité de couper cette relation énormément exploitative, on la coupe, comme je l'ai montré, je pense, dans mon livre sur la région de l'ADER, mais il y a des groupes sociaux pour lesquels il est difficile de couper cette relation d'exploitation et coercition. Et quand tu es confronté à des famines, maintenant je ne sais pas, à des sécheresses, à un manque profonde, à des maladies où tu n'as pas de quoi nourrir ou soigner tes enfants, la dernière ressource, c'est de se retourner vers ceux qui étaient les anciens maîtres et qui ont encore, dans certains cas, ont encore du pouvoir. Et faire une pression presque psychologique, on peut dire, sur le fait que, bon, toi, tu as quelqu'un qui encore se donne les airs d'être quelqu'un qui a du pouvoir, tu as encore des possibilités, donc tu as une obligation de nourrir moins, mais le coût de cette réciprocité asymétrique est d'accepter la subordination. Et donc, je finis ici, donc la raison, un peu, la cause est une minimisation des risques, plutôt qu'une maximisation de profits, des risques posés par un climat, une écologie très dur pour ceux qui ne peuvent pas migrer et aller à l'extérieur. Ce qui donne toute une autre clé de lecture aux esclavages non atlantiques, non de plantation, dans des régions arides et difficiles pour la production et la commercialisation des produits. Merci. Merci beaucoup. Nous avions 6 intervenants, ils avaient 30 minutes, donc chacun avait 5 minutes. Les 3 ne sont pas venus. C'est pourquoi je vous ai donné 7 minutes à chacun et le reste, je donne ça à la salle. Les 3 sont liés dans la chambre, c'est nous qui avons. D'accord. Alors, je vais donner la parole donc à Mélanie. Merci. 7 minutes. Au lieu de 7 5. minutes. Au lieu de 5. Oui. Chance. Ok. Et d'abord, en fait, je dois remercier notre président de panel, professeur Ibrahim Tube.
Au sujet des sources, parce que j'ai une dette à vous, parce que vous avez créé une source très importante pour mon projet, qui s'appelle Endam. Oh, pardon. Vous pouvez est-ce que ça marche? Oui, ça marche. 1, 2, 1, 2. Ok. Pardon, je recommence. Ok. Oui, je vous le donne pour 7 minutes. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Professeur Ibrahim Achoub. Donc, j'ai commencé par dire que je dois remercier notre président de panel, professeur Ibrahim Achoub, parce qu'avec son équipe de cartes, il a produit un documentaire qui s'appelle Endam Belali. Et ça a apporté beaucoup de choses sur ma recherche et je vous remercie beaucoup. Et oui, au sujet de mon recherche, ça concerne le contexte trajectoire talibé dans les régions foutanké du Sénégal. Et j'ai analysé comment la structure sociale hiérarchique rigide du Fouta Toro affecte la manière dont les talibés de différents statuts sociaux se déplacent. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est très important parce que la manière dont cette histoire et cet héritage de l'esclavage effectue la manière dont les talibés se déplacent doit absolument être étudié et déballé. Parce qu'il y a, actuellement, il y a beaucoup des ONG très puissants qui ont dominé le parole au sujet de ce phénomène talibé. Mais ils ignorent ce contexte historique qui est très important et vraiment qui effectue comment les talibés bougent, comment ils se déplacent. Par exemple, au Fouta Toro, les Machubé, ça veut dire les descendants d'esclavage, ils ne peuvent pas parfois excéder l'éducation religieuse, ils ne peuvent pas prier, il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et c'est interdit jusqu'au présent. Et il n'y a pas de... C'est écrit... il n'y a pas de parole, il n'y a pas de sources, sauf les sources comme professeur Ibrahim Achoub a créé. Donc c'est pour ça c'est très important, mais c'est une histoire qui est complètement ignorée en ce moment. Et oui, c'est pour ça que j'ai fait mon recherche. Vous nous faites gagner beaucoup de temps. Oh, pardon, ok. Vous nous faites gagner beaucoup de temps. Donc, je vais donner la parole à Jules pour dire un mot sur ce qui a été présenté. Bien, merci, professeur, de me passer la parole. À la suite du résumé de ma communication que vous avez eu à faire, je vais tout simplement dire qu'il faut insister sur la diversité des statuts, et la diversité des statuts d'esclavage en Afrique. Et aussi longtemps qu'on va considérer cela comme un bloc unique, on va oublier certaines manifestations de ce problème qui impactent la vie de plusieurs individus encore de nos jours et même les rapports entre les groupes ethniques. C'est pour ça que, à travers l'étude de cet esclavage dans les sociétés lignagères du Cameroun, à partir des éléments que nous avons proposés, on peut reconstituer donc ce passé et comprendre certains rapports qui existent aujourd'hui entre les populations. Et les éléments comme les toponymes, les patronymes que nous avons évoqués sont révélateurs de ce passé que les sources classiques ont essayé d'ignorer, surtout à partir des outils théoriques et méthodologiques qu'on utilise. Et entre autres, je remets en cause cette division des sociétés africaines en deux. On dit qu'il y a des sociétés égalitaires, acéphales d'un côté, des sociétés hiérarchisées de l'autre côté. À partir du moment où les gens prennent l'esclavage comme une classe sociale
et qu'ils ont décrété que cette société est égalitaire. Ils ne peuvent plus voir l'esclavage là-bas, même si la mémoire, les toponymes, les patronymes, les proverbes révèlent cette réalité et qui, au quotidien, se manifeste par des conflits entre les individus et entre les populations. Donc, les sociétés au départ, ne sont pas figées. Ce qu'on appelait les sociétés hiérarchisées. C'est un processus. Et peut-être que cela a été avancé au moment où les premiers anthropologues sont arrivés, mais il y a eu une erreur de penser que c'était leur nature statique. Bon, autre chose aussi, parmi les sources, nous avons évoqué la sociolinguistique. Je voudrais ajouter également ici les sources littéraires même, les œuvres littéraires, qui renseignent aussi suffisamment sur cette question. Et l'avantage des œuvres littéraires, c'est que ce n'est pas leur objectif au moment où ces œuvres sont écrites, mais entre les lignes, elles révèlent beaucoup d'informations. Et depuis que notre compatriote Djali Amadou Amal essaie d'écrire sur la femme du Grand Nord, on découvre véritablement comment est-ce que l'esclavage persiste là-bas toujours. Donc voilà ces éléments que je voulais ajouter à la suite du résumé que vous avez fait. Merci. Merci beaucoup, Jules. Je crois que nous avons fait le tour des interventions. Vous avez entendu ce que les panélistes ont précisé dans ma tentative de synthèse. Et maintenant, la parole est à qui veut la prendre. Les noms. Donc, je mets Mansour Aou. Ensuite, donnez-moi le nom. Dites-le. Oui, là, je vois. Sec. Non, attendez, il peut garder le micro. Oui, monsieur derrière, c'est Diop. Oui. On s'est présenté ce matin, mais mon disque dur commence à ne plus bien retenir les choses. Allez-y. Mansour. Moi, j'aime bien cette remise en cause que vous avez entamée, mais nous ne voyons pas sur quoi vous vous fondez réellement. Les sociétés lignagères, ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est une réalité du continent africain qu'on retrouve par-delà du continent africain, jusque même en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ces sociétés dites acéphales, sociétés décentralisées, et souvent on les qualifie même de sociétés paléonégritiques ou bien de sociétés du paléolithique, parce que les formes d'organisation restent encore très primaires par rapport à l'État centralisé, structuré, avec des appareils de production, avec un appareil d'État. Nous n'avons pas ça avec les sociétés
et lignagère, pour autant que je sache. Moi, j'ai longtemps travaillé en conduisant les étudiants de l'Institut africain de management à l'intérieur, à la société Bassari. On fait des séjours immersion. Le mécanisme est très simple. Ce sont des sociétés égalitaires par définition. Vous allez en Casamance, les EFOC, la société Diola, toutes ces sociétés du Delta de la Casamance, mais ça relève de cette catégorie anthropologique analysée par les Claude Meyassou, et Balandier et autres, qui sont très formels dans la description, dans les mécanismes de fonctionnement de ces sociétés-là. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place? Elles sont censées reposer sur des relations assez égalitaires entre les anciens, les cadets, le groupe des femmes. Et c'est des couches qui sont observables avec des répartitions des rôles et des fonctions. Et la société est régie sur ce modèle-là. Et aujourd'hui, en termes de management, moi j'ai étudié et travaillé avec ces groupes-là de Sud-Africains de management, justement, c'est de voir le modèle de management mis en place par ce type de société-là. Plus égalitaire, moins autoritaire, où les gens sont plus participatifs. Donc, moi, je veux bien ces remises en cause. Alors, bon, mais qu'est-ce qu'on y met exactement comme contenu? Deuxième question, c'est la méthode, plutôt la terminologie. Nous pouvons épiloguer énormément. D'un point de vue ontologique, la question de l'esclavage nous ramène aux âges premiers de l'homme. Depuis la préhistoire, depuis que la conquête de l'espace, l'occupation des espaces vitaux, les guerres, la guerre du feu avec ses conséquences, c'est la réduction de l'homme rendu prisonnier avec tout ce que ça implique. L'utilisation de l'homme, de sa force de travail qui a évolué, les phénomènes de guerre, à travers toute l'Antiquité grecque, romaine, vous avez ces notions qui sont bien présentes, avec des contenus bien définis, le doulos, le servus, vous allez dans les sociétés juives, quand tu nous parles de l'ébed, ce n'est pas la même conception. Vous allez dans la société musulmane, lorsqu'il nous parle de l'abd, l'esclave de Dieu, c'est différent du zinj, qui est l'esclave trayable et corroyable. Chez nous, vous parlez de djam, c'est djam, même dans la relation entre des cousins, on se dit djam sans une péjoration quelconque. Au-delà des concepts, des mots, il y a des contenus qu'il faut analyser, qu'il faut contextualiser justement. Est-ce que vous pouvez un peu c'est important. On a une longue On liste. a beaucoup de choses à dire sur cela. Mais il faut qu'on gère je le m'en temps tiendrai justement à ça pour dire que simplement il y a un débat de fond à engager là-dessus. La dernière question, c'est maintenant à propos des talibés. Moi, j'ai été talibé dans mon enfance. Je n'étais pas envoyé en traite. Je n'étais pas esclave. Dans le mécanisme d'éducation de ma famille, ma mère a décidé que j'irais très loin pour aller apprendre le Coran. Et je suis revenu, j'y étais en tant qu'homme libre, revenu en tant qu'homme libre. Le Coran, l'école coranique, le talibé, c'est la chose la mieux partagée dans ces pays-là. Ça n'a aucune connotation péjorative. Et aujourd'hui, le président de la République, le marabout le plus titré, vous dit que mon talibé là, c'est toute une idéologie, c'est toute une conception de la vie, la simplicité. Il y a donc tout un débat. Et je crois qu'on pourrait s'en tenir à cela et quand même être beaucoup plus regardant et plus respectueux vis-à-vis des talibés. Merci.
Alors, on donne la parole à Lot. Merci beaucoup. Monsieur Diop. Merci beaucoup, Président Recteur. Je voulais poser quelques rapides questions. La première question, c'est par rapport au terme d'esclavage résilient. Hein, c'est une question peut-être de précision pour moi, une question assez naïve, mais j'aimerais bien savoir ce que ça renferme, cette notion d'esclavage résilient. Je pense que la deuxième question, c'est par rapport aux réactions des gens qu'on appelle machoudés, etc. Il y a des communautés, hein. J'ai une partie de ma belle famille qui est là-bas. J'aime bien parfois écouter ces récits parce que je vois, hein, dans les relations familiales qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à servir. Effectivement, peut-être il y a la question de la pauvreté, mais j'ai entendu aussi d'autres récits, parce que je n'ai pas grandi dans cet univers-là, j'ai entendu d'autres récits où les gens, finalement, qu'on laissait à l'écart, qui n'apprenaient pas le Coran et qui n'allaient pas à l'école, aujourd'hui se font un honneur d'envoyer les enfants à l'école de Coran, parce qu'il faut effectivement dans ces familles-là des marabouts, des imams, etc. Il y a aussi un honneur à envoyer les enfants à l'école française, etc. Parce que socialement, il faut effectivement rompre un lien qui est là jusqu'à ce que ça crée carrément des blocages dans certains villages où finalement, par exemple, il n'y a pas de chef de village parce que justement le chef de village sortait d'une lignée et les enfants descendants de ceux qu'on appelait esclaves ne l'acceptent plus. Donc, parce qu'eux-mêmes réclament justement ce rôle de chef de village, j'en connais. Donc ça, c'est une question un peu importante. Est-ce que dans vos recherches, vous avez rencontré ce genre de phénomène ou de réaction, pour ne pas dire un peu de résistance? Alors, juste une question qui est pour notre collègue Joseph. J'ai bien aimé cette ouverture sur la littérature. Effectivement, je découvre les textes de Amadou Hamal, que j'ai beaucoup apprécié, qui nous enseigne beaucoup sur effectivement la relation, on va dire, de servitude entre surtout ce qu'on appelle les domestiques et les musulmans, peuls et assez aisés. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, effectivement, j'ai le même trouble sur cette notion de société égalitaire. Effectivement, on peut remettre ça en cause. Mais c'est bien de préciser pourquoi finalement on ne peut pas considérer que dans ces sociétés il n'y avait pas l'esclavage. Ça c'est important parce que j'ai entendu juste de façon lapidaire votre réaction sur les aspects du vocabulaire lié aux proverbes et autres éléments. Ce serait bien de développer en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Alors j'ai noté un sec, je ne sais pas si c'est Ibrahim. Ah, c'est cher, voilà. D'accord. Allez-y. Oui, je ne vous vois pas. Voilà. Merci, je m'appelle Mongolo. Je viens du lycée de Boya au Cameroun. Ma question s'adresse en même temps à Mme Benedetta Roussi et au professeur Thio. Donc je vais poser une même question, mais en spécifiant les contextes. Je voudrais interroger l'hypothèse de la pauvreté pour justifier le maintien en esclavage d'un esclave après l'abolition. Est-ce que l'hypothèse de la pauvreté peut être
pertinente. En ce qui concerne Mme Roussi, dans un contexte où nous savons que les témoignages en rapport avec l'esclavage s'opèrent généralement dans un contexte post-mémoriel, où ceux qui en parlent n'ont pas toujours été les témoins. Alors, lorsqu'ils convoquent la notion de pauvreté pour justifier ce maintien, quelle est la fiabilité qu'on peut leur accorder? En ce qui concerne le professeur Tchoup, vous avez également convoqué, vous avez demandé d'interroger l'origine. Vous avez demandé d'interroger l'origine en questionnant également la notion de pauvreté. J'ai envie de vous renvoyer dans le contexte, dans un contexte forestier camerounais que M. Sinan Jules connaît très bien. Entre le 15e, le 16e, le 17e ou 18e siècle, nous sommes dans une économie de prédation où l'on n'a forcément pas besoin de richesses au sens moderne pour vivre. Est-ce que nous n'accordons pas, nous ne faisons pas dire aux esclaves ce que nous regardons avec les yeux d'aujourd'hui? Parce que l'esclave, au XVIIe, XVIIIe siècle, pouvait par exemple sortir du joug de son maître et aller s'installer quelque part après l'abolition et se battre tout seul dans la forêt. Est-ce que ce n'est pas avec les yeux d'aujourd'hui que nous regardons les esclaves du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle par exemple? Merci. Merci beaucoup pour vos questions, vos commentaires. Et je vais redonner la parole aux panélistes et en partant cette fois-ci de la droite vers la gauche. Jules. Merci, professeur. J'ai été interpellé 2 fois au sujet d'abord de la classification des sociétés et de la réalité du phénomène de l'esclavage au sein de ces sociétés. À propos de la classification des sociétés, professeur, je trouve que ces auteurs que vous avez cités, Balandier, Miyassou, ont émis des postulats erronés. Et d'abord, je suis contre le fait de classifier les sociétés. C'est même déjà un problème. Et ils ont eu à faire ces classifications sur la base de leurs critères, qui ne sont pas forcément les critères de ces sociétés. C'est eux qui disent que voici les sociétés égalitaires et ceci sont autre chose. Et il y a même une évolution du vocabulaire même au sein de ces études, parce qu'au départ, on a d'abord dit acéphale. On ne leur reconnaissait même aucun mérite. Et plus tard, il y a quand même un changement. On dit maintenant égalitaire. Et enfin maintenant lignagère. Or, lorsqu'on est en train de faire cette classification, c'est là que j'ai parlé d'erreur, c'est comme si les sociétés étaient figées. Ce sont des processus. Même des sociétés dites centralisées, hiérarchisées, ont été toutes d'abord égalitaires au départ. Maintenant, il y a eu des processus de création des États. Même dans la zone forestière, à Berthois par exemple, il y a eu tout un État. Négrite a été créé. Et le corollaire ici, c'était la guerre. Lorsqu'on est en train de conquérir des espaces, on est en train de soumettre des populations, on est en train de bâtir cette entité politique. Et l'esclave, généralement, c'est l'étranger, c'est celui qu'on a eu à soumettre, qui n'est pas au même niveau que le fondateur de la chefferie. Ce qui fait donc que nous avons des villages cosmopolites où les gens n'ont pas le même statut. Tandis que dans la zone soudano-sahélienne à l'ouest, on a beau être contre le déterminisme naturel, mais l'environnement a son rôle à jouer là-dedans. Où la circulation était facile, les combats étaient faciles, parce que de l'autre côté, c'est la forêt qui empêche, qui amène les gens à mieux résister. Les processus étaient plus rapides. Ce qui fait donc que lorsque ces colonisateurs arrivent, ces anthropologues arrivent, ils trouvent des sociétés dont les modèles sont déjà un peu plus avancés et les autres sont en cours. Mais on continue à enseigner cela comme si ces sociétés c'était leur nature réelle. Donc c'est le regard de l'autre qui détermine que... Et lorsqu'on commence déjà à étiqueter des sociétés, on sait même déjà les germes de la domination. Donc c'est pour ça que je dis, et ce sont ces postulats, puisque ailleurs on a vu les classes, ici on n'a pas vu les classes, nous avons été tous enrôlés dans cette démarche où on va chercher l'esclavage ailleurs, même si ces anthropologues marxistes
par exemple la Bultora et les autres, décrivent le phénomène de l'esclavage dans les sociétés lignagères, mais le désignent pas des euphémismes, parce qu'il faut absolument créer une différence entre les sociétés dites hiérarchisées et celles-là. C'est pour ça qu'il faut prendre les phénomènes qui sont en utilisant tous les outils méthodologiques que j'ai avancés, et on va effectivement voir qu'il y a une diversité des statuts. Maintenant, par rapport à la deuxième, j'ai même déjà abordé cet aspect. L'esclavage dans les sociétés lignagères est une réalité. Lorsqu'on interroge la mémoire, d'abord, les mémoires véhiculent cet esclavage. Lorsque vous causez avec des personnes, vous interrogez les noms, les statuts des uns, les rapports sociaux. Aujourd'hui, il y a toujours référence aux statuts des uns et des autres. Et des études ont eu, l'étude du vocabulaire précisément, fait la différence entre les différents statuts. Et le traitement n'est pas le même. Et les critères, quels que soient ceux qui ont été définis par Martin Klein ou bien Claude Miyassou, se retrouvent dans ces sociétés, notamment la violence qui accompagne cela, le lien de dépendance également. Mais c'est au niveau maintenant de la caractérisation qu'on essaye de faire la différence. Yes, ça marche. Ok. Oui, je vais commencer par dire que oui, bien sûr, je sais que la situation avec le talibé, c'est très complexe et c'est très sensible. Ça, je sais bien. Et en fait, le titre de mon article, c'était un peu provocatif. C'était le point. C'était la raison pourquoi j'ai dit ça. La formation ou la traite. C'est parce que, oui, je peux citer Human Rights Watch, par exemple. Et ils ont publié beaucoup des articles déjà, beaucoup des rapports qui ont dit que le mouvement des talibés, c'est le trafic des enfants. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer avec mon travail, que vraiment, c'est trop simple, il ignore cette grande histoire, que j'ai beaucoup de respect pour cette histoire de la religion, l'éducation religieuse. Et donc aussi dans chaque région, c'est différent. Donc, on peut pas juger les talibés comme dans une classe homogène. Non plus les marabouts dans une classe homogène. Oui. Mais c'est ça le problème. C'est ça que la plupart des grands ONG ils font en ce moment. Donc, oui, je comprends exactement pourquoi vous êtes un peu frustré, et moi aussi. Et c'est la raison pourquoi j'ai commencé mon travail. Parce que ça m'a fait beaucoup, ça m'a vraiment frustré. Et en fait, ça touche à la dernière question de Lot Pelkmans. Oui, comment est-ce qu'on peut nourrir la recherche? En fait, pour correspondre à ce premier point, il faut aller dans les zones rurales. Il faut vraiment travailler avec les petits ONG, les petits groupes grassroots. Parce qu'en ce moment, il y a que des gros ONG qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de puissance avec les médias, avec la Facebook, Instagram, tout ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'accès à ces choses, surtout dans les zones inaccessibles. Donc, il faut vraiment aller dans les zones rurales et travailler avec les petits groupes et travailler avec tout le monde. Aussi avec les grands ONG aussi, parce qu'il faut écouter tout le monde, il faut donner la parole à tout le monde, surtout les gens qui n'ont pas l'agence parler. Donc c'est ça qui est très important. Et pour la dernière question, je ne sais pas si j'ai bien compris. Monsieur Sec, vous avez dit, vous avez entendu plusieurs histoires. Pardon, récits. Et oui, ça reprend les autres questions aussi. Oui, il faut qu'on ait un grand débat. Il faut qu'on vraiment donne la parole à les gens qui ne peuvent pas parler. Donc, il faut écouter
plusieurs récits, pas seulement le plus puissant qui est promu par les plus grands ONG. J'espère que ça répond les questions. Merci beaucoup à la salle pour les questions et les commentaires. Très brièvement sur les sociétés lignagères, juste pour dire que la terminologie société lignagère, c'est un terme générique et tellement peu spécifique qui cache une telle diversité dans l'histoire de formes politiques, d'organisations politiques en Afrique, que vraiment ça génère de la confusion. Il y a beaucoup d'études sur l'esclavage dans les sociétés acéphales ou décentralisées, parce que des sociétés comme les Igbo, Nigeria, ou des sociétés comme les Diola au Sénégal, Robert Baum a écrit un livre qui s'appelle Shrines of the Slave Trade, les Diola de Ezaloulou, ou des sociétés comme les Touaregs, qui sont énormément stratifiées et nomadiques, sont toutes regroupées sous cette catégorie très floue de sociétés acéphales ou lignagères, parce qu'il n'y a pas un État centralisé, même si c'est des sociétés énormément différentes entre elles. On retrouve l'esclavage parmi toutes ces trois sociétés que je viens de mentionner et qui sont discutées dans un article sur les sociétés décentralisées de Martin Klein, qui cite une littérature un peu datée, 2001. Mais peut-être c'est plutôt pour dire qu'il faudrait des chercheurs qui commencent à déconstruire cette notion de société décentralisée pour être plus spécifiques, pour classifier avec plus de spécificité de modèles politiques qui existent en Afrique et qui n'existent pas ailleurs. Certainement pas en Europe, qui est très pauvre dans l'imaginaire politique. Dans le 19e siècle, l'Europe n'a que des royaumes et des empires, tandis que l'Afrique a une diversité énorme de structures politiques et d'organisations politiques qu'il faudrait étudier spécifiquement, dans sa spécificité. Bon, ce n'était pas ma question. La question pour moi, la question sur esclavage résiliente, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un volume qui s'appelle Reconfiguring Slavery, West African Perspectives, j'ai classifié pour analytiquement, je dis, il faudrait plutôt penser dans la recherche sur les esclavages en Afrique au XXe siècle, il faudrait penser à trois concepts. Esclavage pur, esclavage classificatoire et esclavage métaphorique. Alors, dans l'histoire du XXe siècle, je pense qu'on retrouve tous ces trois phénomènes. Métaphorique, parfois, on a des acteurs africains qui parlent d'esclavage, même quand ils parlent de formes de définition qui sont de domination très différentes par l'esclavage, mais c'est une métaphore puissante. Et c'est un phénomène historique qu'on peut déconstruire. Esclavage classificatoire, il y a des groupes entiers, presque dans chaque région de l'Afrique, aujourd'hui, qu'on classifie d'esclaves. Alors on dit les Bouzous, on dit les Bellas, on dit, c'est un nom de groupe, de couche sociale. Bon, en réalité, tout ce groupe ne vivent pas, les individus qui font partie de ce groupe ne vivent pas nécessairement du tout la vie de l'esclave contrôlée et possédée selon la définition de 1926 qui a été par exemple lue ce matin. Donc c'est un esclavage classificatoire qui a des conséquences négatives pour les options et les opportunités de ces personnes. C'est un stigma quand on est classifié comme esclave, comme tout le groupe est classifié comme tel, mais ce n'est pas égal à l'esclavage. Et donc, quand je parle d'esclavage résilient, je ne parle pas d'esclavage classificatoire. Quand j'emploie le mot esclavage, je veux vraiment parler de la résilience, de la survivance, de la continuité, d'un contrôle presque total sur tous les attributs de la personne qui est traitée d'esclave. Donc, slavery as the status over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised. Je m'excuse, je l'ai appris en anglais, je l'ai en tête en anglais. Mais vraiment,
une personne posséder et contrôler leur corps, les habilités, leurs capacités, qui peut être vendue, qui peut être louée, qui peut être prise à ses parents et qui n'a pas de droit sur ses enfants, qui n'a pas de droit sur l'héritage. Donc si je dis esclavage, je dis ça. Sinon, je dis esclavage classificatoire ou métaphorique. Et donc, il y a un esclavage résiliente dans la région, dans le Niger, dans le Mali, dans le Tchad, dans la Mauritanie. Il y a des phénomènes circonscrits aujourd'hui contre lesquels des ONG et la société civile nationale est en train de lutter. Il y a des groupes d'abolitionnistes qui luttent contre ça, mais on peut vraiment dire qu'il y a encore des personnes qui sont vendues, achetées et possédées. Dernier point, je remercie beaucoup le monsieur qui m'a posé la question sur la pauvreté. Je ne voudrais absolument pas donner l'impression dans cette salle ou ailleurs de dire que mon travail dit que les pauvres acceptent l'esclavage, parce que cette généralisation, je ne la ferai jamais. J'ai travaillé, c'est 20 ans que je travaille dans une des régions les plus pauvres du Niger, qui est un des pays très très pauvres, et j'ai rencontré, décrit et étudié une énormité de stratégies de résistance par des gens qui sont très pauvres. Donc des gens qui n'acceptent pas, par exemple, la migration de longue distance, qu'à partir du moment de l'abolition, des jeunes hommes qui sont traités d'esclaves commencent à simplement quitter le maître. Ils ne vont pas accepter. Ils sont pauvres, ce n'est pas le problème. Ils ne vont pas accepter un jour encore avec cet homme. Donc il y a aussi des femmes vendues jeunes avec lesquelles je suis en contact, tout un réseau de femmes qui s'enfuient et qui résistent le fait que quelqu'un les a achetées, quelqu'un de beaucoup plus puissante, même si elles sont isolées et seules et complètement pauvres, dépourvues de tout, sous le contrôle de cette personne importante par rapport à elle, elles résistent. Donc, pauvreté et esclavage, pauvreté ne veut pas dire nécessairement acceptation de l'esclavage. Mais, il faut contextualiser. Dans cette région, il n'y a personne qui met des chaînes autour des bras et des jambes de certains groupes sociaux et individus qui sont énormément vulnérables à la continuation de la relation avec les anciens maîtres. C'est des gens qui s'appellent eux-mêmes esclaves, qui partent chez des gens qui, eux, ils appellent maîtres, ils travaillent, ils font des travaux classés culturellement, localement comme travaux d'esclaves. C'est des travaux spécifiques. Ils ont toute une corporalité, une gestualité, une subordination qu'ils mettent en place. Et c'est des gens qui n'ont pas d'option d'émigrer et qui, si tu veux, réactivent une relation de dépendance historiquement enracinée dans l'esclavage de leurs parents et de leurs grands-parents, parce que dans certaines, quand il n'y a pas d'alternative, le fait de réactiver cette relation leur donne de quoi se nourrir, de quoi soigner leurs enfants. Un jour, je parlais avec Hama Houssa, un cher ami dans l'ADER, un homme qui avait été un migrant, mais était maintenant trop vieux pour migrer. Et il était revenu au village où il a un morceau de terre qui ne produit pas pour couvrir tous les besoins alimentaires de l'année. Et on était en train de parler, il me dit, un jour mon enfant était malade, je l'ai amené chez l'ancien maître, il a payé pour l'hôpital, il a fait ça, il a fait ça. Alors moi, je le connais très bien, ce monsieur, alors je lui fais une blague, je lui dis, c'est pas mal d'avoir un ancien maître. Il me regarde, il met ses bras comme ça, il me dit, j'ai 2 bras. Donne-moi un travail que je peux faire, qui sera payé ici. Et je ne vais plus regarder cet homme dans son visage. Alors voilà quelqu'un qui accepte des compromis. Aussi, mais parce qu'il est obligé, dans une certaine façon, il n'a plus la force de sa jeunesse. Il y a des femmes, alors un phénomène très répandu, qui est le contrepoids du BIDA. BIDA, c'est la migration de longue distance dans des autres États que les jeunes hommes engagent. Descendance servile, normalement, ne partent pas en BIDA. Ça fait partie des idées de genre. Donc, elles restent sur des terres qui produisent très peu, c'est des terres marginales de glacis
aride, peut-être en cultivant ces terres, tu as de quoi te nourrir et nourrir ta famille pour 3 mois. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Pendant la saison, après le harvest, après la récolte, ils remplissent le grenier, ces petits ménages de femmes avec enfants et vieux, parce que les hommes sont des migrants, c'est toutes des descendants d'esclaves. Elles mettent leur récolte dans le grenier, elles ferment le grenier, elles vont manger ça pendant la saison des pluies avant de s'aimer une autre fois. Dans la saison sèche, elles partent, elles vont travailler en Chinrani, manger la saison sèche. C'est la traduction. Chez les anciens maîtres, qui les payent 2500 francs CFA par mois et les nourrissent. C'est-à-dire, elles peuvent manger chez les maîtres. Et comme ça, on arrive à garder la terre très marginale que des ménages, des familles, des personnes descendantes serviles qui n'avaient pas une terre importante. Ils étaient possédés. Donc, ils n'avaient pas une propriété de terre. Ils ont pu acquérir des droits de propriété sur ces terres très marginales, qui pour eux est importante, mais qui ne donnent que 3 mois, 4 mois d'autosuffisance. Et pendant le mois, quand l'autosuffisance n'est pas possible, les femmes qui n'émigrent pas vont travailler simplement presque pour être nourries chez les anciens maîtres en réactivant des liens de dépendance qui sont historiques. Dans ce travail, elles appellent le maître, les maîtres les appellent esclaves, elles leur donnent des travaux d'esclaves, et parfois un enfant peut être vendu dans la forme de concubinage dont Della Mamadou a été victime, la dame que j'ai citée et qui a dit Talauchi. Finalement, je ne veux absolument dire que les pauvres acceptent, les pauvres résistent, mais les groupes plus vulnérables peuvent rentrer dans cette idéologie paternaliste qui est encouragée par les descendants des maîtres parce que ça leur donne une source de travail peu chère souvent et ça leur donne un honneur aussi d'avoir tous ces dépendants qui sont là. Et donc c'est ça en partie qui explique pourquoi ce phénomène persiste dans le temps, toujours moins, parce que les ONG anti-esclavagistes sont en train de dénoncer. Donc, c'est toujours moins possible. On a très bien compris le plaidoyer et que c'est clair dans la tête de tout le monde. Nous allons donc essayer de conclure cette session. Des questions m'ont été posées, je vais peut-être en dire un mot. Ce que je voulais surtout dire, c'est que tous ceux qui veulent voir le film Endam Bilali, si vous m'écrivez, je vous l'envoie gratuitement et faites-le circuler. Bon. Ça c'est à renégocier. Ça c'est à renégocier parce que voilà, on est 3 autour de ce film. On l'a fait en quelle année? 2012. Et depuis, on ne l'a jamais projeté dans une télévision. Donc, oui, c'est parce que derrière, il peut y avoir des problèmes. Voilà. Donc, on peut le faire circuler, mais on verra comment procéder. Alors, je voulais dire qu'aujourd'hui, on a des recherches qui avancent. Il y a un boom historiographique très important. Et des recherches sont menées sur le terrain avec de documentation, collecte d'informations, interrogation de sources nouvelles. Et sous ce rapport, je pense que la question qui est posée sur la qualification des sociétés lignagères, sociétés acéphales, sociétés décentralisées, nous avons besoin de bien les réfléchir. De bien les réfléchir. De ne pas garder la tête fixée sur des termes commodes et qu'on va continuer à penser. Et souvent, nous, Mansour et moi, qui venons des sociétés hiérarchisées, avec souvent un regard ethnologique parfois sur ces sociétés, le regard que les Nord-Sénégalais ont sur la Casamance, je pense qu'il y a besoin de nous secouer la tête et de dire que peut-être que ce n'est pas comme ça. Pourquoi je le dis? Si vous regardez les travaux de Robert Baum,
que Benedetta vient de citer. On a toujours appris chez les Diola, bon, il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas... Bohm démontre, mais vraiment d'une façon, en montrant même qu'il y a des bequines qui sont créées pour exorciser le mal que ces gens ont fait dans ces sociétés. Ils ont créé des bequines dédiées à l'esclavage. Alors qu'on a toujours appris et on a gardé ce regard ethnologique sur ces sociétés. J'ai vu une fois un collègue qui voulait organiser une exposition. Il est du Nord. Et il a dit, le regard du Sénégal sur ses autres ethnies. C'était ça le titre. J'ai dit, mais qui parle? Quel est ce Sénégal-là? Pourquoi les autres doivent être regardés par quel Sénégal? C'était le Sénégal des Wolofs et des urbains. Il voulait en faire une exposition. J'ai dit, si tu le fais, c'est comme si tu fais l'exposition coloniale de 1930. Tu vas créer des villages et les gens vont venir les regarder et les photographier. Donc nous, les gens du Nord, on a un travail sur ce rapport. Et non, c'est ça, c'est là que je voulais en venir. Et on a une autre étude sur les Balantes avec Walter Altron. Et là, il y a un article très intéressant. Planting rice, harvesting slaves. Planter du riz et récolter des esclaves. Je vous recommande de lire cet article. Vous verrez comment il faut vraiment savoir que ce regard d'ancien, un peu daté, doit être aujourd'hui révisé sur les questions. C'est pourquoi quand j'ai lu le texte de Jules, j'ai dit, je peux signer ce texte. Parce que ça, quand vous regardez le vocabulaire, parce qu'il cite le vocabulaire des sociétés elles-mêmes, comment ils sont hiérarchisés, qui déconstruit tout ce phénomène d'égalitarisme. Donc il faut, je pense, y revenir. Quand vous prenez, on a un collègue, on a eu une discussion assez vive sur la question 6, qui a travaillé sur les sociétés, les Sérères du Nord-Ouest. Alors, oui, lui, il est de cette communauté. Et il regarde les États du Cayor et du Baol comme des États Wolof contre des Sérères. Il a une lecture ethniciste. J'essaie de lui expliquer, c'est très difficile, que ce qu'il appelle les Wolofs, c'est les Tchédos du Cayor, qui étaient aussi violents sur ces communautés-là que sur les Wolofs eux-mêmes, les paysans Wolofs. Donc il faut essayer de voir une autre lecture de ces questions. Je pense aussi que Mélanie a été très brève dans sa première intervention, mais exactement ce que Mansour, tu es en train de dire, c'est ça qu'elle déconstruit. Qu'il ne faut pas prendre les talibés pour la... Voilà, à la fin, voilà. Il faut lire l'article. Maintenant, dernier point sur lequel je ne crois pas avoir compris sur le 15e, 17e siècle, parce que je ne comprends pas qu'il y ait une abolition à cette époque et que les esclaves soient devenus autre chose. Mais moi, ce que je veux dire, souvent, il y a de grands programmes qui sont faits de lutte contre la pauvreté. Comme si la pauvreté, c'était une personne qui entrait dans une maison et les gens devenaient pauvres. La pauvreté, c'est une relation. Dans une société, vous avez des relations qui font que certaines personnes deviennent pauvres. Mais c'est la relation. Ce n'est pas qu'ils sont statutairement pauvres ou qu'ils sont statistiquement pauvres ou qu'ils se réveillent comme ça, ils deviennent pauvres. C'est parce que les relations dans la société sont organisées de telle sorte qu'il y en a qui ont accès aux ressources, d'autres n'ont pas accès aux ressources. Il y a des arbitrages qui sont faits, il y a des exclusions, et c'est tous ces phénomènes-là qui créent des processus d'appauvrissement et qui se nouent dans les relations sociales. Et sous ce rapport, pauvreté et esclavage, c'est pourquoi je disais à Benedetta que ce qu'elle explique, on le comprend bien, c'est ça qui fait peur, le plus grand peur aux militants anti-esclavagistes, de venir vouloir libérer quelqu'un qui ne veut pas être libre. Ça, vous êtes découragé, vous avez fait tout ce que vous voulez faire et il refuse. Oui, laissez-moi terminer. Après, ce que je veux dire par là, c'est que... Avant sa mort, il avait libéré tous les esclaves. Il avait énormément d'esclaves. Mais ces esclaves sont revenus
jusqu'en 2000 pour voir ma mère. À chaque fois qu'ils avaient quelque chose à faire, viennent demander l'autorisation à ma mère pour que ma mère lui dise oui, faites ou bien ne faites pas, ou bien va les accompagner pour dire simplement qu'il y a des phénomènes qui sont incompréhensibles. Bien, quand on dressera le tribunal pour les réparations, il faudra qu'on vous appelle votre famille pour voir un peu qu'est-ce qu'on doit faire avec vous. Et rappelez-vous que l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Donc, on va vous rappeler. Je veux dire, moi, je voulais juste ajouter que c'est l'exclusion des esclaves de la propriété. Et cette exclusion n'est pas économique. C'est un acte de violence qui les exclut. Et c'est cette exclusion, ils n'ont pas accès à ces ressources qui font qu'ils sont des dépendants. Et tant que si vous abolissez l'esclavage sans leur donner ce qui a été fait à Saint-Louis en 1848, on abolit l'esclavage, on dit aux gens vous êtes libres. Mais ils ne sont pas libres parce qu'ils ne vont pas manger. Ils vont rester chez les maîtres. Ils vont danser peut-être la première nuit, mais le lendemain, ils retournent chez les maîtres. Et ça, je trouve ça tout à fait classique. Et donc, la liberté suppose, en Wolof, on le dit par un proverbe très clair, Balanga gore da ngay gor ci dara. Avant d'être ingénu, libre, il faut être adossé sur quelque chose. Gor, c'est le libre. Gor, c'est s'adosser sur. Balanga gore da ngay gor ci dara. Avant d'être gor, il faut que tu sois adossé sur quelque chose. Mais si tu n'as rien, tu ne peux pas gérer les difficultés auxquelles tu es confronté, et ça t'amène à cette résilience de l'esclavage. Donc voilà un peu. Et encore une fois, les sources. Il faut qu'on explore toutes les sources. Mansour a dit quelque chose de très important. Il a dit que vous pouvez aller dans votre famille et vous êtes l'esclave des enfants de votre oncle. Il ne faut pas le prendre de façon anodine. Quand la société structure la parenté avinculaire autour des notions d'esclavage, il faut le prendre au sérieux et l'étudier. Pourquoi il en est ainsi? Pourquoi quand j'arrive chez mes cousins, c'est-à-dire les enfants des frères de ma mère, et exclusivement les enfants des frères de mon père, ce sont mes frères, ce ne sont pas mes cousins, comme en Occident. Quand j'y arrive, on me traite d'esclave. Mais quel est le vocabulaire de l'avincula? J'appelle mon oncle Nidjaï, qu'il vende. Et lui m'appelle Djarbat, tu vaux une rançon. Tu vaux une rançon. Est-ce que c'est innocent? Il faut le... Moi, je n'ai aucune explication. Je ne sais pas pourquoi il en est ainsi, mais je dis il faut le prendre au sérieux et le travailler. Donc, voilà, je pense que nous avons fait le tour. Et merci à tous.